Bonjour à toutes et à tous. Voici la correction pour ma classe de première du sujet guidé qui s'intitule « Quelles sont les conséquences de l'industrialisation sur l'organisation économique et sociale en France entre 1848 et 1870 ?» C'est tiré du manuel d'histoire de première Attier. Alors, l'introduction est celle-ci. Il y avait plusieurs phrases à choisir avec des numéros. Tout le monde a fait juste. Il fallait donc prendre d'abord la proposition C plus la E, donc C et E, l'accroche et le rappel du sujet. Il ne fallait pas oublier de rappeler le nom du dirigeant aussi, de dire aussi que cette période-là, elle est importante parce qu'elle signifie un ou deux régimes particuliers, mais sous la direction d'une même personne. C'est bien sûr les deux régimes, je veux parler bien sûr de la Seconde République, Deuxième République, pardon, entre 1848 et 1852, et puis de 1852 à 1870, le Second Empire, qui est dirigé, les deux sont dirigés par la même personne. Donc, sous la République, le nom de cette personne, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Et puis, comme il devient empereur sous le Second Empire, il se fait appeler Napoléon III. La B, c'est la problématique sous forme d'une ou plusieurs questions, vous l'avez bien reconnu. Et puis ensuite, l'annonce du plan, le D plus le A, la proposition D plus la proposition A. Le plan vous était donné, donc on va le suivre. Il y avait d'autres plans proposés aussi, mais ce plan-là est vraiment structuré, donc on va le suivre. Donc une industrialisation qui transforme l'économie française, alors avec de nouvelles techniques, je ne vais pas les répéter, mais on veut en cours. On ne va pas refaire le cours, mais bien sûr la machine à vapeur, le métier à tisser, par exemple, la locomotive à vapeur qui impose aussi de nouvelles techniques, mais aussi de nouveaux moyens de locomotion. Donc une diffusion de ces moyens techniques qui permettent à celui qui produit de produire en quantité et de façon plus rapide et souvent moins chère que quand c'était une production presque entièrement manuelle qui reposait sur la production des êtres humains et leur travail propre sans l'aide d'une machine. Nouveau système de production aussi, évidemment, puisque les personnes, on passe de l'artisanat, donc un seul produit, à l'industrialisation, donc à l'industrie, produire en masse un même produit de façon moins chère et plus rapidement. Et bien évidemment, ça impose des nouveaux systèmes de production où les employés de ces nouveaux systèmes de production vont employer des ouvriers, ils vont travailler souvent à la pièce, ils vont être payés à la pièce. Plus ils produisent, plus ils sont payés. Ils seront bien sûr aidés par les nouveaux moyens de production, les nouvelles machines, les nouvelles techniques, mais ils sont payés à la pièce. Et bien sûr, donc, c'est des conditions de travail très différentes. Ce sont les conditions de l'usine. On passe de l'usine on passe de la manufacture, pardon. Manufacture, ça veut dire ce que ça veut dire. Manufacture, fait avec les mains. La manufacture du XVIIIe siècle a des usines avec des conditions totalement différentes. Le bruit des machines, la chaleur des hauts fourneaux, par exemple, pour produire des pièces comme l'acier, la promiscuité dans une usine, l'enfermement. Alors que la manufacture était plutôt ouverte et on pouvait travailler, l'artisan travaillait peut-être à l'entrée de son atelier, même dans son jardin, pourquoi pas. Là, non, on est enfermé, une promiscuité, on a quelquefois aussi une obscurité. Ce sont des lieux fermés et n'oubliez pas que l'électricité, surtout au début du 19e siècle, elle n'est pas évidemment produite et non pas installée partout dans toutes les usines. Donc, il y a bien sûr, il y a beaucoup de promiscuité, d'obscurité et pas de règles d'hygiène, par exemple, dans ces temps troublés. La règle d'hygiène devient une priorité. Il n'y a pas de règle d'hygiène, il n'y a pas de loi particulière. Toutes les entreprises ont des lois différentes.
ce système-là est basé aussi sur la révolution capitaliste. Alors, ce mot-là, justement, je vais un peu le nuancer. Le capitalisme existe depuis très longtemps. C'est Max Weber, justement, dans son livre, je vais vous le mettre, qui s'intitule L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, publié en 1905, qui décrit que le capitalisme existe déjà depuis le 15e, 16e siècle, donc avec le développement et la création de la religion protestante avec Martin Luther au début du XVIe siècle en Allemagne, et c'est un système qui existe déjà, mais qui va être développé grâce à cette industrialisation. Alors, je propose une définition de capitalisme, la définition de Max Weber. Le capitalisme est un système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté de marché. C'est la privatisation des moyens de production. Les moyens de production sont privés, tiennent à un capitaliste, et avec cela, ils vont produire des richesses dans le monde. Et donc, il va dominer cette économie qui s'appelle capitalisme, puisqu'elle est basée sur le capital. Plus on a du capital, c'est-à-dire une maison, de l'argent, du mobilier, de l'immobilier, et bien avec cet immobilier, cet argent, cet mobilier, avec ces machines, on va produire encore plus de richesses. Ou avec cet argent, on va produire encore plus de richesses. C'est la base aussi de la banque. Avec de l'argent, on va produire de l'argent. C'est le principe du taux du crédit à intérêt. Du crédit à intérêt. À partir de là, si je prête de l'argent à 1%, par exemple, eh bien, je prête 1 million de francs CFA à 1% dans un an. Évidemment, la personne à qui j'ai prêté, elle me remboursera bien sûr 1 million de francs CFA, mais elle me remboursera en plus cet intérêt de 1% qui me permettra de créer de la monnaie sans avoir travaillé. C'est le système même de la banque, c'est le principe même du système bancaire qui va se développer à cette époque-là. Je vous ai donné des liens sur lumni.fr, très bon site à consulter pour le collège et le lycée. Je l'ai dit au départ dans mon premier message sur Pronote, donc l'article sur le capitalisme moderne selon Max Weber. Et il y a aussi évidemment les conditions de travail que l'on voit notamment dans le livret scolaire, page, donc ce thème-là, je vais d'ailleurs vous le mettre en partage d'écran tout de suite. Voilà, notamment un tableau de l'époque qui montre les conditions dures des ouvriers qui sont obligés d'être torse nu parce que la chaleur est immense quand on fait fondre des minéraux pour obtenir de l'acier. Eh bien, ils sont vraiment dans des conditions terribles. Je vais donner aussi ce site-là parce qu'il faut parler, donc, dans la révolution capitaliste, des personnes qui vont créer aussi ce capitalisme. Alors, il y en a deux, notamment. Donc, les Schneider au Creusot, c'est une petite ville de Bourgogne. Ce sont des maîtres de l'acier, c'est-à-dire des maîtres de forge. C'est ceux qui créent l'acier. Et donc, ils travaillent dans la sidérurgie, je vous rappelle, la sidérurgie, le travail de l'acier, très important pour construire les locomotives, pour construire les tracteurs, pour construire les moissonneuses, toutes ces nouvelles machines du 19e siècle qui sont la base de l'industrie. Donc, ces maîtres de forge sont installés au Creusot, il y a des mines de fer Creusot en Bourgogne. Et puis, deuxième famille, c'est la famille de Wendel en Lorraine, par exemple, de Wendel en Lorraine, donc dans le nord-est de la France, qui développe aussi ce travail de la sidérurgie. De Wendel à Lorraine et Schneider au Creusot, c'est deux familles d'entrepreneurs industriels qui vont se développer en France. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les Schneider ou les de Wendel font partie des familles les plus riches de France, encore aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, et leur richesse est basée sur cette industrialisation de la France au XIXe siècle. Numéro 2, donc vers une société industrielle. Alors, les ouvriers et la question sociale. Évidemment, au fur et à mesure que la France s'industrialise, eh bien, une nouvelle catégorie, c'est le groupe social des ouvriers qui vont se développer de plus en plus, évidemment. Et bien sûr, très vite, on va se poser la question sociale, c'est-à-dire comment se faire entendre de ces grands capitalistes
qui engrangent des profits, qui augmentent sans cesse leur rendement, mais dont les ouvriers ne voient pas vraiment les récompenses. D'autant que ces ouvriers-là sont tenus d'être dociles par toute une série d'éléments que vous connaissez, que nous avons vu en cours. Alors, je vais pas donner un exemple, mais je vais citer aussi le livret ouvrier, par exemple, qui oblige à entretenir de bonnes relations avec son employeur. Sinon, l'employeur peut inscrire de mauvaises références sur ce fameux livret ouvrier et pour retrouver du travail, cela va être très difficile pour cet ouvrier s'il a eu un comportement qui déplaît à l'industriel. Et nous allons voir, je vais vous lire quelques règlements, notamment d'une usine au Creusot. Vous allez voir donc que ces règlements-là sont très durs pour l'ouvrier. Donc, il n'y a pas non plus, condition initiale, il n'y a pas non plus d'assurance chômage ni de retraite. Et bien sûr, au moins au début du Second Empire, il n'y a pas de droit de grève. C'est interdit. Donc, comment faire pour se faire entendre? Eh bien, la réaction des ouvriers peut être violente, comme des insurrections ou des saccages d'usines qui seront lieu commun entre 1848 et 1870. Ça aboutira donc à la reconnaissance du droit de grève, de la tolérance de la grève en 1864. Donc, on est en plein dans notre sujet et dans nos dates, donc il faudrait le dire, il aurait fallu le dire. Et aussi de cette reconnaissance donc, légale, 4 ans plus tard, en 1868, donc pendant le Second Empire, Napoléon III reconnaît, d'abord autorise, 64, et reconnaît officiellement, légalement, en 1868, le droit de grève. Donc, c'est important et il fallait le dire dans votre copie. Grand B, industrialisation et urbanisation. Eh bien, l'urbanisation, c'est la concentration de la population dans la ville. La population urbaine fait plus que doubler dans cette période-là. Donc, c'est important de le dire, entre 1870 et 1880. Entre 1848 et 1870. Donc, pourquoi cette population double? Grâce non pas aux enfants que l'on fait dans les villes, bon, certes, il y en a, mais quelques-uns bien sûr, mais c'est surtout grâce à l'exode rural. En effet, au début du Second Empire, en 1848, la population rurale représente plus de 80% de la population totale. C'est-à-dire que 8 Français sur 10 vivent à la campagne. Ils ne sont pas tous agriculteurs, mais ils vivent tous à la campagne. Artisans, ils sont peut-être d'autres ouvriers agricoles, mais ils habitent à la campagne. Et en 1870, donc à la fin de la période que nous avions à étudier, bien, ils sont environ que 60%. Ils sont encore majoritaires. La population rurale est encore majoritaire. Elle représente 60%. Mais quand même, elle a beaucoup perdu de populations qui sont allées travailler, aller faire fortune ou non à la ville. Voilà. Le phénomène de l'exode rural. La cause de cet exode rural, il y en a plusieurs, c'est multifactoriel comme explication de pourquoi il y a eu cet exode rural. Donc évidemment, l'attractivité du travail en ville, l'industrie va offrir de nombreux travaux, pas qu'ouvriers, techniciens, contremaîtres, voire ingénieurs, donc des travaux, des métiers qui demandent des compétences très diverses. Il y a aussi une certaine liberté en ville. La famille est loin, il y a moins l'impression du village, de qu'en dira-t-on de la village. Le village, tout le monde se connaît et on peut juger et on juge évidemment les gens qui sont dans le village. En ville, on est plus anonyme et donc cet anonymat permet d'avoir une certaine liberté. On ne trouve pas dans les campagnes. Et bien sûr, il y a aussi, un dernier point, l'importance de la mécanisation de ces campagnes-là. Les moissonneuses-bacteuses, à la fin, alors, donc, au milieu du 19e siècle, elles apparaissent, ces moissonneuses-batteuses. Après, il y a les tracteurs. Les tracteurs, ce n'est pas vraiment notre période, c'est vraiment à la fin du 19e, donc on met à part. Mais aussi les progrès de la chimie, avec l'invention d'engrais chimiques qui vont augmenter les rendements. Donc, il y en a moins besoin de personnes pour récolter, puisqu'il y a plus de produits, mais pour planter ou pour semer, moins de personnes, puisqu'on fait des récoltes plus grosses, et donc le paysan lui-même a un rendement plus important et gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Donc, on a moins besoin de main.
Donc, vous voyez, dans les deux cas, l'agriculture elle-même aussi a besoin de moins de main-d'œuvre. Donc, cette main-d'œuvre-là, elle est versée vers les villes. Un exemple, le Creusot. Donc, a pris la famille de Wendel, un petit village. Quand de Wendel arrive, 3000 habitants dans les années 1840. En 1870, à la fin de notre période, on est à 30 000. C'est-à-dire que ce sont des normes, une croissance exponentielle. La population a été multipliée par 10 en 30 ans. C'est énorme. Mais c'est typique de ces nouvelles villes industrielles que l'on va trouver évidemment en Bourgogne autour du Creusot, Monceau-les-Mines, par exemple. Un village s'appelle Monceau, les mines, oui, les mines de charbon, bon, et les mines de fer, tiens, deux éléments essentiels pour constituer l'acier. Se trouve à proximité en Bourgogne. Là, la population va être multipliée par 10. Dans le nord de la France, eh bien, le nord de la France et l'est de la France, Valenciennes, Lille ou d'autres petites villes minières vont être la population va être multipliée par 10 aussi. C'est un phénomène qu'on va retrouver partout dans ces régions industrielles. Pour la conclusion, je ne reviens pas parce que la conclusion a été proposée. Donc, il n'y avait que faire un copier-coller ou même, pourquoi pas, ajouter quelque chose. Mais il manque quelque chose dans cette conclusion qui me gêne un peu, c'est-à-dire une ouverture vers la période suivante. Et en parlant évidemment de ces transformations sociales, eh bien, il fallait parler. Et la correction vous le dit, elle finit par le mot grève. Mais il y a une grève qui va se passer justement 1 an après le départ de Napoléon III du pouvoir. Et cette grève-là va transformer un mouvement social économique. On va demander une autre société, des revendications très importantes pour le monde ouvrier et voir peut-être une société différente, dominée par les ouvriers, puisque certains, dans cette manifestation, vont avoir des idées qu'on a vues ensemble, marxistes et socialistes, donc marxistes socialistes qui veulent mettre en place une autre société, une société qui critique totalement le capitalisme. Eh bien, il manque une ouverture évidente, c'est ce que j'ai mis. En 1871, le monde ouvrier se révolte à Paris, pas seulement à Paris, mais plus connu à Paris. C'est l'épisode de la Commune de Paris. Alors, si vous voulez en savoir plus, tapez Commune de Paris. Vous verrez qu'elle est basée sur des revendications sociales et politiques de transformation de la société française. Et ils veulent mettre en place un régime qui serait plutôt socialiste, c'est-à-dire le contraire de ce qui se passe à l'époque, un régime très capitaliste et dominé par les bourgeois. Là, on va aller dans une société socialiste qui est dominée par la classe ouvrière, où la classe ouvrière aurait les moyens de production, ou les moyens de production seraient à l'État. Et donc, au plus grand nombre, c'est l'idéologie communiste, qui est basée, évidemment, on l'a vu, sur les écrits de Karl Marx. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les espaces ruraux en géographie. Merci beaucoup et bon courage dans cette période de continuité pédagogique spéciale. Merci à tous.